Bonjour à tous, avant d'aller plus loin dans cet épisode, je voudrais remercier PandaCraft pour son sponsoring. PandaCraft, c'est le créateur d'expériences pour les 3-12 ans. Chaque mois, vous recevez un kit qui tourne autour d'une thématique. Les vikings, l'espace, les abeilles, les pôles, il y en a pour tous les goûts. Chaque kit est composé d'un magazine éducatif et d'une activité manuelle créative à réaliser avec un enfant que vous aimez. Bon, ça marche aussi avec votre nièce ou votre filleule, c'est à vous de voir. Une super idée de cadeau de Noël, surtout pour cet hiver confiné où on va chercher à occuper les enfants à l'intérieur. Et comme PandaCraft aime bien Histoire de succès, voici une offre spéciale pour mes auditrices et auditeurs. Vous bénéficiez de 10% sur tous leurs abonnements et cartes cadeaux avec le code SUCCès. Alors rendez-vous sur pandacraft.com. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte d'un autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron, où j'interviewe des pères sur leur paternité. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant 1 heure, chaque semaine, avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, je reçois Guillaume Caboche et Édouard Trucy, les deux cofondateurs de PandaCraft qui, comme vous l'avez entendu en intro, sponsorisent cet épisode. Guillaume et Édouard se connaissent depuis l'âge de 17 ans et ne se sont plus quittés depuis. Ils me racontent l'histoire de leur entreprise depuis leur début dans l'associatif pendant leurs études jusqu'à aujourd'hui, ou 15 ans plus tard. PandaCraft tourne avec 25 salariés. On discute aussi pas mal de transmission, de liberté, comment ils ont fait infuser ces deux valeurs au sein de la culture de la boîte, notamment autour du télétravail, des congés payés, mais aussi des congés parentaux. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une bonne écoute en compagnie d'Édouard et Guillaume. Donc Guillaume et Édouard, aujourd'hui, vous avez cofondé PandaCraft il y a 7 ans, c'est ça ? Exactement. Waouh. Et vous êtes tous les deux, vous dirigez aujourd'hui tous les deux la boîte ? Exactement. En fait, on a créé PandaCraft il y a 7 ans avec un constat simple, c'est que depuis 15 ans qu'on se connaît, on a toujours été émerveillés par la faculté des enfants à aller découvrir les choses qu'ils ne connaissent pas et à avoir une créativité d'enfer pour comprendre et découvrir le monde qui les entoure. Et à partir de ce constat-là, avec Guillaume, on a réfléchi à quelle était la boîte qu'on avait envie de créer. Et PandaCraft est né comme ça en début 2013. Vous avez quel âge aujourd'hui ? On a 32 ans. Voilà, oui, faut calculer. Il compte pas encore en dodo, mais c'est... Vous connaissez depuis 15 ans, donc j'imagine depuis lycée, début... C'est ça ? Que vous vous êtes rencontrés comment pour resituer un peu votre histoire ? On s'est rencontrés au lycée et on a suivi exactement le même parcours de nos 16 à 32 ans. Donc ça fait 16 ans maintenant. Ah, vous avez fait les mêmes études et tout après ? Exactement. Okay. On a tout fait tous les deux. Et avant de créer PandaCraft, en fait, on a créé des associations dont l'objet social était l'enfance et l'éducation. Parce que comme Édouard le disait, on a toujours été fasciné, passionné par l'esprit d'exploration et de créativité des enfants. Et donc c'est là-dessus qu'on est parti assez naturellement et c'est là-dessus qu'on a voulu créer notre boîte et c'est comme ça que PandaCraft est né. Comment vous en êtes venu à vous intéresser aux enfants ? Parce que quand vous êtes genre ado, jeune adulte, j'ai un peu l'impression que c'est un cap que tu passes quand tu deviens parent, quoi. Et avant ça, t'as juste d'autres choses à foutre, j'imagine, mais... Alors déjà, ça nous a valu de belles anecdotes, ouais. Parce qu'on a très longtemps pensé qu'on était des femmes. Ah ouais. Oui. Ensuite, quand les gens ont découvert qu'on était des hommes, ils ont très vite pensé qu'on avait des enfants. Or, le seul à avoir un enfant entre nous deux, c'est Guillaume, depuis 15 mois maintenant. Donc ça a toujours un peu interloqué les gens. D'ailleurs, comme le fait qu'on ait fait exactement les mêmes études, ça a interloqué les gens en disant il faut toujours chercher une complémentarité dans un couple de fondateurs. Nous, on a toujours pensé que c'était pas forcément le cas, parce qu'en gros, derrière la boîte qu'on a voulu créer, il y avait aussi toutes les valeurs qu'on partageait, qu'on avait envie de transmettre à la fois dans notre boîte et à la fois à travers notre produit. Et c'était plus ça la complémentarité qu'une complémentarité, on va dire, technique. Et derrière, ta question, c'est une question qu'on nous pose souvent. C'est une question où on n'a pas une réponse, on va dire, mainstream qui colle très bien à tous les messages. Souvent, il y a toujours le côté il s'est passé ça, du coup, on a créé ça. Je dirais que, je sais pas, il y a vraiment ce côté d'être fasciné par cette envie de découvrir, par cette envie de créer. Et derrière, en fait, c'est de se dire, finalement, ils sont... les enfants, peut-être la quintessence de ce qu'on est, et il faut les accompagner parce que c'est eux qui représentent notre avenir.
On a besoin de ces générations futures dans un monde actuel qui est en pleine mutation, et il faut les accompagner à avoir les meilleures armes sur ce terrain de jeu, même si le mot arme n'est pas forcément le meilleur, pour que eux puissent s'épanouir sur le terrain de jeu qui est demain. Et puis c'est à eux, à un moment, ça va être à eux de prendre la relève, et donc il faut qu'ils soient prêts aussi à prendre la relève. Ok, je comprends. Pour revenir un peu en arrière, comment vous vous rencontrez ? Au lycée, c'est ça alors, j'imagine ? Ouais, exactement. Ouais. Au lycée, et puis ensuite on est parti faire notre classe prépa tous les deux, et assez vite le sujet de l'entrepreneuriat, de la création de projets, d'aventures est né. On a assez vite matché sur le sujet tous les deux, et donc ça a commencé à la fin de la prépa. En gros, on a créé une association. Mais pour revenir au moment au lycée où... Non, mais tu sais, il y a toujours des... Moi, j'ai rencontré un pote avec qui je suis encore pote. C'était les jeux vidéo à l'époque, tu vois, où on s'est matché dessus. On va dire Joker pour cette réponse. Je pense qu'on va faire Joker. Pourquoi ? En fait, on était dans un lycée, on partait tous les deux faire dans la même classe prépa, et on se connaissait un peu comme ça. Et puis, sachant qu'on allait partir dans la même classe prépa et qu'on était... en fait, chacun, amis d'amis. Voilà, amis d'amis, et que chacun quittait son cercle proche d'amis. On s'est rapprochés, et à l'origine, on s'est rapprochés surtout en disant que dans les moments un peu plus durs de prépa, on irait boire des bières ensemble. Okay. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va dire qu'on s'est rapprochés, et puis en se rapprochant, finalement, on s'est plus jamais quittés. Waouh. Donc vous continuez à faire votre cursus scolaire ensemble, c'est ça ? Mais avant ça, vous créez des assos, c'est ce que tu... Non, c'est à la fin, en fait. En gros, comme Edouard le disait, après, on va faire 2 ans de prépa dans la même prépa. Et en fait, à la fin de la prépa, on a repris une association qui s'appelle Cible Préparation, et qui organise des semaines de stage assez intensifs pour des lycéens. Avec l'objectif, c'est... il y en a 2. Le premier, un peu officiel, c'est de leur permettre de réussir le bac ou leur concours post-bac. Et le deuxième, qui était d'ailleurs beaucoup plus la raison d'être de l'association, c'était de les aider à savoir ce qu'ils voulaient faire, quel était un peu leur projet d'avenir, ce dans quoi ils étaient bons. Le slogan qu'il y avait sur tous nos books de cours qu'on faisait, c'était enseigner, c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Et donc du coup c'était ça, et on a organisé 3 semaines de stage par an, et dans chacune des semaines il y avait près de 200 élèves, donc c'était quand même assez massif en termes de logistique, de dimension pédagogique, etc. Et on a fait ça pendant 2 ans et demi. Pendant vos études ou à la fin de vos études, c'est ça ? Pendant nos études. Pendant vos études, ok. Et à la fin de nos études, on va dire sur l'année de césure, juste avant la fin de nos études, on a décidé de exporter ce concept en faisant le tour du monde des lycées français, avec pour objectif en fait d'aller apporter le même accompagnement, cette fois-ci pas sur un côté scolaire, mais vraiment un accompagnement de réflexion d'avenir à travers une association qu'on a créée qui s'appelle Terre de Talent Projet d'Avenir, qui avait pour objectif d'aller voir les lycéens dans les lycées français de l'étranger et de les interroger sur ce qu'ils avaient vraiment envie de faire, de pas les inscrire, on va dire, sur des voies potentiellement traditionnelles, parce que ils y avaient pas trop réfléchi. Et on a fait ça pendant 1 an avant de finir nos études et de se lancer sur l'aventure Pandacraft. Et ces assos, elles existent toujours ? Vous avez réussi à les refiler ou... Ouais, elles ont continué à perdurer. Je saurais pas exactement dire quelle est leur vie à date, parce que on a quand même aujourd'hui, on est quand même très très impliqué dans Pandacraft, donc oui, on suit plus trop, mais en tout cas c'est des associations qui continuaient à vivre et qui avaient un budget, une sorte de petit trésor de guerre qui était assez suffisant pour maintenir leur existence. Ok, ouais, c'est cool. Donc il y a déjà un truc de transmission, quoi, une volonté de... Ah bah complètement, c'était de toute façon un peu nous ce qui nous animait, et c'est comme ça, quand on a réfléchi à ce qu'on allait faire après, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de créer Pandacraft, justement sur les principes qu'on disait avant, justement de transmission. Il y avait plusieurs constats. Le premier, il y a 2 choses qu'on voulait corriger, ou en tout cas modifier. Le premier, c'est que comme on s'occupait des lycéens, on arrivait souvent très tard. C'est-à-dire que soit on avait des enfants qui étaient issus des programmes d'égalité des chances
et qui globalement était déjà plutôt blasé. Moi, je me souviens très bien qu'on avait plusieurs discussions où il venait nous voir en disant mais c'est énorme, on aurait adoré voir ça avant, mais moi je sais que globalement, à part être livreur de sushi sur un scooter, Uber, etc. n'existait pas à l'époque. Je vois pas très bien. Enfin, il est trop tard, quoi. Et donc ce côté blasé. Ou alors, on avait des étudiants qui étaient déjà avec une voie toute tracée, et quand le mec s'est dit qu'il allait faire médecine ou que la nana s'est dit qu'elle allait faire Polytechnique, bon, tu viens, tu enrichis, mais on sentait que, en gros, venir plus tôt aurait un impact bien supérieur. Et le deuxième élément, je dirais, c'est le côté associatif, qui, par essence, est absolument génial parce qu'il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de vocation lucrative, mais en fait, c'est quand même chaque année une survie. Et en plus, comme l'impact est quand même lié en grande partie à de l'argent extérieur, tu es très dépendant des acteurs économiques, de la santé économique. T'es pas pleinement, ton impact est déjà limité en fait dès que tu démarres. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a ressenti avec nos associations, et on voulait se dire qu'il n'y avait pas vraiment de limite à l'impact qu'on pouvait avoir avec Pandacraft. Oui, puis j'ajouterai un point aussi, c'est qu'il y a le côté du suivi. Malheureusement, dans ces associations-là, il y avait 3 semaines de stage, comme tu disais, sur cible préparation. Quand on a fait Terre de Talent Projet d'Avenir, on était 1 semaine dans les différents lycées. Et dans cet accompagnement, le mot accompagnement nécessite d'avoir un peu de suivi. Et donc, on voulait avoir un projet qui soit dans du régulier, du récurrent, du quotidien dans les familles. Et c'est en fait ces 3 axes d'amélioration, en partant des valeurs et de la base de ce qu'on avait fait avant, qui ont fait naître Pandacraft. Ok. Donc l'idée de créer une boîte est venue assez naturellement entre vous, parce que passer du milieu associatif, il n'y a pas beaucoup de... Ça existait déjà avant, en fait, en nous, cette idée. On parlait déjà de créer une boîte en prépa. Ouais, tu disais ça. Voilà, les associations, ça a été aussi un moyen, je pense, de se tester, de voir ce qu'on valait, de voir comment on fonctionnait en binôme. Mais il y avait dès le départ cette envie et cette excitation à la création d'entreprises dès le départ de notre relation. Finalement, en fait, mais ce que tu disais, on l'a rarement raconté, mais c'est les 2 associations qu'on a créées. Pour nous, c'était un peu un chemin initiatique vers la création d'entreprise, puisque depuis toujours, on parlait de créer notre boîte, qu'on échangeait beaucoup dessus. Ça a toujours globalement tourné autour du service et toujours globalement autour de la famille. Alors plus ou moins fort avec de l'éducation, mais c'était toujours les idées qui sont venues. Et à un moment, on s'est dit de toute façon, on va pas le faire pendant nos études, on le fera à la sortie de nos études. Et l'idée, c'était de se dire, profitons de ces 2 assos pour voir si, on a envie de bosser ensemble, on sait bosser ensemble, et puis une sorte de parcours initiatique de, au fur et à mesure, tu vas aussi voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ce qui plaît aussi à chacun de façon indépendante, et ça permettra de forger un peu notre idée. Ok, donc vous sortez de vos études, vous vous lancez dans le projet Pandacraft. Comment naît le projet en fait? Il y a un moment donné où vous... Non, mais comment ça mature ce genre de projet? Parce que venant effectivement de cette histoire d'assaut où vous parlez des lycéens, c'est quoi le fil? Comme tu dis tout à l'heure, faut revenir plus tôt, mais là vous revenez beaucoup plus tôt, quoi, forcément. Je dirais en capitalisant sur l'expérience qu'on décrivait. Donc effectivement, on voulait arriver le plus jeune possible dans la vie des enfants. Le deuxième point, c'est qu'on était très attaché au fait d'avoir un produit au sens physique du terme, et on était très réticents à l'idée, parce que faut voir que c'était en 2013, on était très réticents à l'idée du tout digital. Alors finalement maintenant c'est plus à la mode, mais à l'époque ne pas avoir de digital c'était un peu rétrograde, ou en tout cas vu comme tel. On s'est aussi assez vite dit que, comme Edouard l'a dit, qu'il y avait un besoin d'accompagnement, donc on pouvait pas être il fallait que ce soit un produit ou un concept ou une expérience qui dure et qui perdure dans la vie des enfants. Ça c'était essentiel pour nous, donc je dirais qu'on a commencé à capitaliser là-dessus. Et en même temps, on était conscient des limites de ce que c'est de lancer une boîte quand on a 24 ans. Il y a plein d'avantages, la fougue, le côté de pas encore être complètement formaté, etc. Mais en même temps, on n'a pas l'expérience et on peut pas tout réinventer. Et donc, un des éléments aussi qui était essentiel à nos yeux, c'était de transformer un marché déjà existant. Donc, on a un peu
attaquer le sujet en se disant aujourd'hui, par exemple, l'abonnement jeunesse, ça existe depuis la plus vieille entreprise, c'est Bayard, et c'est le 19e siècle. Ça existe depuis très longtemps, et on pense que la vision qu'on a, nous, de l'éducation, de l'exploration chez les enfants, de la découverte, elle va au-delà d'un magazine pas interactif mensuel. Et c'est comme ça, avec ces différents éléments, moi je dirais que on a construit le concept de PandaCraft. En fait, je vais remettre un peu de les dates, puisque c'était un peu ton sujet, comment ça s'est passé aussi. C'est que nous, on finit nos études, on est en juin 2012. Ça fait quand même déjà 1 an qu'on est revenu de notre dernier périple autour du monde, et qu'on réfléchit vachement à la création d'entreprise. Ça nous prend vraiment beaucoup de temps. On y pense beaucoup, on en discute beaucoup, on challenge aussi beaucoup d'idées. Et puis en fait, c'est un peu la technique de l'entonnoir. T'arrives à créer des idées qui sont de plus en plus précises. Et je crois qu'en gros, on a commencé à affiner le concept. On devait être en septembre 2012. On est arrivé à une idée aboutie du concept qui finalement n'est pas exactement non plus la même qu'aujourd'hui. En début novembre. Et je me souviens qu'on s'était dit, en gros, on se laisse jusqu'au 1er janvier. Pour se dire si on y va ou si on n'y va pas. Et en fait, ça a jamais attendu 2 mois. On s'est dit go, on y va. On a commencé à bosser dessus. Alors juste un point, c'est que on avait tous les deux des stages de fin d'études, puisqu'on avait essayé de décaler au plus possible l'entrée dans le monde professionnel pour se garantir le maximum de liberté dans ce qu'on avait envie de faire. Et le temps en fait qu'on plie un peu bagage proprement, on s'est dit en fait on se met à plein temps au 1er mars, et on a quitté notre job le 28 février, nos stages le 28 février tous les deux. D'ailleurs Guillaume, c'était pas un stage, c'était un CDD. Et le 1er mars on était à fond dessus, en se disant en fait on a aujourd'hui une liberté énorme déjà d'être très jeune, donc de pas avoir trop de contraintes familiales. Une autre liberté, c'est qu'en fait, on a la fougue de la jeunesse, et c'est quand même une certaine liberté où on se dit tout est possible, on peut aller dans tous les sens. Et c'est ce qu'exprimait Guillaume, c'était aussi une des craintes à un moment, de se dire, aussi, quand tu te dis que tout est possible, c'est aussi parce que tu manques un peu de recul de temps en temps. Mais en tout cas, on a voulu profiter de ce moment-là où on disait, en fait, on est libre. On n'a rien derrière à perdre, entre guillemets, donc on se lance, et c'est comme ça qu'en fait s'est lancée l'aventure PandaCraft. Mais nous, on le dit souvent, c'est que ça n'a jamais été une aventure qui a été parfaitement structurée dès le départ, comme on peut voir des gens créer des boîtes ou des projets avec une vision très claire de comment ça va se dérouler. Nous, c'était plus, allez, on y va, on a envie de vivre cette aventure, on a envie de sortir ce produit-là, et on verra bien. C'est quoi alors la première version de PandaCraft ? Tu disais que c'est pas tout à fait le même concept qu'aujourd'hui. Alors la première version de PandaCraft, c'est il y a toujours cette logique d'abonnement, toujours cette logique à la fois de contenu interactif, manuel, d'expérience scientifique, mais c'est une grosse boîte, tu vois, le format boîte à chaussures, dans laquelle tu as 3 activités à faire par mois. Et ça, c'est la première version de PandaCraft. Et en fait, très rapidement, au bout de quelques mois, on avait quelques centaines d'abonnés avec lesquels on échangeait énormément pour essayer d'affiner le concept. Et en gros, ce qui en ressortait, c'est que c'était trop gros, trop de quantité, trop cher. Donc bon, pour le coup, il n'y avait pas besoin non plus d'être Steve Jobs pour tirer la conclusion de... faisons moins, plus petit, plus précis, plus adapté et moins cher. Et donc, du coup, on en est arrivé à la version aujourd'hui, en tout cas de nos abonnements PandaCraft, du format mensuel en format grosse enveloppe, à moins de 10 €, avec une thématique précise que tu vas creuser assez loin dans la découverte. Est-ce que vous avez des étapes comme ça qui vous ont permis d'affiner au fur et à mesure le concept jusqu'à aujourd'hui ? Oui, il y a eu plusieurs vies chez PandaCraft. Il y a eu la première vie qui a été celle d'évolution du produit. Et ça, finalement, c'était peut-être la seule où on était assez certain que ça évoluerait dès le début, et qu'on était vachement dans une projection de recherche du bon produit, sachant qu'on avait le bon concept, on cherchait le bon produit en fait.
Ensuite, il y a eu toute une partie aussi où quand tu as un bon produit et un bon concept et que tu en es convaincu, il faut réussir à quand même le faire découvrir aux différents publics. Et ça nous a fait aussi, ça a fait quand même beaucoup évoluer la boîte, puisqu'on a dû apprendre comment faire. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'il suffisait pas juste de faire parler de sa marque, il fallait avoir un argumentaire derrière qui était fort et un argumentaire qui était aussi aligné avec son produit. À un moment, on a vachement essayé de faire découvrir PandaCraft à travers un numéro 1 gratuit. Et en fait, on s'est rendu compte aussi, alors ça prend du temps de se rendre compte, mais que c'est pas aligné avec les valeurs de ton produit et c'est pas aligné avec les valeurs de ta boîte. Si t'es convaincu qu'en gros, et c'est le cas nous aujourd'hui, qu'on a un produit de qualité, en fait, on s'est dit, mais en fait, on peut pas dégrader la perception que ça peut donner. Donc, on a décidé de changer ça. C'était une deuxième vie, un deuxième grand changement chez PandaCraft. Faut dire que dans cette période, il y a quand même un point, c'est qu'on était totalement submergés. Parce qu'il y a la phase qu'on décrivait en 2014 où on rechange le produit, et il y a la phase en 2017 que décrit Edouard, où en gros on est passé de 5 000 à 50 000 abonnés en l'espace de 6 mois. Et on a eu la bonne idée à ce moment-là aussi de lancer parce que le premier abonnement c'était Explore pour les 3-7 ans. Et en fait, dans ces 6 mois-là, en plus de passer de 5 à 50 000 abonnés, on a lancé la version Makers de l'abonnement pour les 8-12 ans et on a ouvert aux pays francophones. Donc pour expliquer un petit peu, Explore, c'est vraiment, pour expliquer un petit peu votre produit, parce que là tu le cites comme ça, mais donc Explore, il y a un aspect vraiment de construire, Explore, c'est vraiment, c'est pour les 3-7 ans. Il y a vraiment une dimension assez universelle où on va traiter d'énormément de thématiques et dedans les activités vont être très diverses. Tu vas avoir de l'expérience scientifique, ou de la construction de type maquette, ou une dimension plus de projets artistiques, ou même des escape games. Enfin, c'est très, très, très diversifié, assez universel. Pour la version Makers, pour les 8-12 ans, on est dans une version qui est beaucoup plus scientifique, un peu comme son nom l'indique, qui se focalise sur la science, la technologie, les expériences, etc. Et le développement de l'esprit critique derrière, c'est vraiment la volonté, c'est... que les enfants s'interrogent à travers des expériences scientifiques sur des questions un peu fondamentales, sans se dire je crois forcément à ce qu'on me dit. Et à chaque fois, l'expérience scientifique, elle a pour but ce raisonnement scientifique de dire on me dit ça, je le teste, je valide. Et c'est un point qui est très important pour nous sur cette tranche d'âge-là, c'est de les aider à développer leur esprit critique. Surtout en 2020, c'est important. Exactement. Tu vois bien qu'aujourd'hui... développer l'esprit scientifique chez les enfants, c'est essentiel. Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée, ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. C'est quoi la bascule qui vous a amené de 5 000 à 50 000 ? Disons qu'il y a cette idée de mettre le produit entre les mains du plus de monde possible. Il y a aussi des éléments, je pense, qu'on n'explique pas. On a aussi, comme je disais, lancé la Makers pour les 8-12 ans et ouvert les marchés francophones. Donc, en gros, on était disponible en Belgique, en Suisse et au Canada. Et alors là, en gros, à la fin 2017, on a 50 000 abonnés, alors que 6 mois avant, on avait 5 000 abonnés. Et là, on a mis énormément de temps à revenir de ça. Parce que rien... À revenir du succès, tu veux dire. Ouais, ça nous a coûté super cher, en fait. Mais c'est en relation aussi avec le numéro 1 gratuit. Ah oui, vous avez lancé le numéro 1 gratuit, ce qui vous a amené de 5 000 à 50 000. Ok, d'accord, je comprends mieux. Et donc, du coup, rien n'était fait dans la boîte pour qu'on supporte autant d'abonnés. Et ça nous a coûté... ça a été assez dur pour nous parce que ça a impliqué une dégradation à un moment donné de la qualité du produit, surtout de l'expérience client. Les gens avaient des soucis parce que quand tu as un bug sur ton site et que tu as 5000 abonnés, il y a 50 personnes qui te le disent, tu peux gérer, quoi. Et une fois que tu fais x10, ça fait 500 et en fait là, tu peux plus gérer. Donc
on a mis beaucoup de temps à débugger pas mal d'éléments du site. On mettait énormément de temps à répondre aux demandes du service client. Voilà, ça a été vraiment une phase, puisque tu ciblais un peu les phases. Je dirais quand même le deuxième point qui a été très constructif chez nous, c'est cette dimension de mettre nos abonnés, les enfants, les parents, l'expérience client au cœur de la stratégie de la boîte, parce qu'on a été marqué par ces mois où ça n'a pas été le cas et où la vision extérieure de PandaCraft pour certaines personnes était une vision négative, alors que nous, on avait une certaine forme de naïveté à la construction d'un produit qui est à destination des enfants et qu'on a assez mal vécu, même un peu sur le plan personnel. Ah ouais? Bah oui, c'est compliqué. Quand tu crées une boîte qui a qui repose sur un concept auquel tu crois profondément, qui repose sur en fait l'accompagnement des enfants dans leur développement dans la vie, avec une boîte aussi où tu mets un choix quand même très fort de valeurs personnelles, c'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas du tout sur une boîte associative à but non lucratif, mais il y a quelque chose qui est aussi fort que le fait que la boîte marche par elle-même, et c'est les valeurs qu'on y met dedans. Et donc en fait, quand tu sens que les gens ont une vision négative, bah déjà t'es quand même insatisfait de ce que t'as fait, et deux, où ça devient touché personnellement, c'est que tu tires un peu le trait. Alors tout le monde te dit ta boîte c'est ton bébé. C'est pas forcément que le lien filial, c'est aussi le côté, en fait j'ai l'impression qu'on remet en doute aussi mes valeurs et l'honnêteté que je mets dedans, et c'est pas facile, et c'est pas facile non plus parce que tu sais qu'en gros c'est pas viable à terme, que quand les gens ont une mauvaise image de ta boîte, c'est pas viable à terme, et surtout qu'on n'est pas une boîte où on fait du hard discount ou des ventes privées ou des trucs comme ça. Il faut que les gens soient en adéquation aussi avec le produit qu'ils vont acheter, auquel ils vont s'abonner. Donc ça a été compliqué. Et finalement, ça a enchaîné sur le troisième changement chez PandaCraft, qui date d'il y a, on va dire, 2 ans. Dans la foulée, fin 2017, c'est compliqué. On met 1 an à remettre un peu d'équerre. Et au bout d'1 an, en fait, on se rend compte d'un truc, c'est que PandaCraft, ça peut pas être perçu que comme la boîte qui fait des activités manuelles éducatives. Parce que la vision qu'on a et la mission qu'on a, elle est beaucoup plus loin que ça. C'est accompagner l'enfant dans la découverte du monde et dans la découverte de soi. Et donc on s'est dit, il faut maintenant que les gens, puisqu'on est satisfait de notre produit, de notre expérience client et de notre produit, que les gens comprennent que derrière, il y a une volonté d'accompagner qui est beaucoup plus loin. Et donc, c'est la troisième phase qui est la phase de PandaCraft de développement, on va dire, côté business, du développement de la marque PandaCraft. Donc, d'être dans un accompagnement beaucoup plus régulier des clients, de faire parler beaucoup plus la marque et pas uniquement les produits, et de sortir des produits complémentaires qui expliquent toute la dimension d'accompagnement de PandaCraft. Et c'est quoi alors ces produits complémentaires ? Bah, cette année, c'est un grand changement puisqu'on n'a plus uniquement 2 abonnements. On a lancé cet été ce que nous on appelle le cahier de découverte, qui est en fait une revisite, on va dire, du cahier de vacances. Disons que tes enfants, plutôt que de copier des lignes d'orthographe ou de grammaire, là c'est un cahier de découverte éco-responsable, et donc du coup il y avait 36 missions à faire en famille. On a conçu ça avec une doctorante du Muséum d'Histoire Naturelle qui s'appelle Karine Balzo et qui nous a beaucoup aidé. Et donc ça, c'est le produit qu'on a sorti cet été et qui a vraiment cartonné, parce qu'on était en rupture de stock au bout de 2 semaines. Et là, pareil, puisque on a sorti la boîte aux lettres de l'Avent, qui, comme son nom l'indique, est une revisite du calendrier de l'Avent, avec une différence majeure dans la philosophie de PandaCraft, c'est qu'en fait, avec la complicité du parent, l'enfant va avoir une boîte aux lettres et chaque jour, il a du courrier. Chaque jour, il a une mission, une énigme, une activité à réaliser en attendant Noël, puisque c'est en fait une histoire en 24 épisodes où il faut retrouver le Père Noël. Le seul problème qu'on ait, c'est qu'en gros, on a été en rupture de stock au bout de 2 semaines, donc du coup en rupture de stock dès mi-octobre. Pour un produit calendrier de l'Avent, c'est quand même pas... Voilà, on y remédiera l'année prochaine, mais voilà, c'est ça les nouveaux Vous avez produits. pas vraiment assez cru en votre projet, c'est ça ? Bon, non, c'est pas une question d'y croire, c'est que déjà 10 000, on s'est dit que c'était pas mal. Et je pense qu'on a plutôt été submergé par la qualité de ce qu'on fait
et le travail fait sur la marque. Il y a évidemment aussi un petit kicker de départ qui aide, qui est la situation actuelle, évidemment, où les parents doivent plus occuper leurs enfants en intérieur, et Pandacraft, on répond complètement à cette philosophie-là. Donc on a été aussi aidé par la situation actuelle, mais on se disait que c'était déjà une bonne première étape, finalement. Et puis je pense que on a plus envie de construire aujourd'hui une boîte qui est solide dans ce qu'elle fait. Et donc, il faut trouver le bon, dans cette solidité, le bon rapport entre l'ambition et ce qu'on est capable de faire. Alors, on aurait peut-être pu aller un tout petit peu plus loin, c'est certain, mais en tout cas, on est super satisfait de ce qui a été fait. Et je rebondis sur ces deux produits-là, c'est que ça, c'est ce qui est sorti cette année. Mais en fait, sur 2021, 2022, 2023, on a, je sais pas, il doit y avoir une trentaine de projets qui sont en construction, partant toujours du principe qu'en gros, Pandacraft, c'est pas un abonnement à des kits créatifs. Pandacraft, c'est un créateur d'expériences de découverte à domicile et qui se repose sur un fondement, on va dire, qui est l'action. L'expérience vaut toutes les connaissances, et à partir de ce moment-là, on est capable de faire beaucoup de produits d'accompagnement de découverte pour l'enfant. C'est des choses qu'on est en train de développer aujourd'hui. Puis on est aussi capable d'accompagner des tranches d'âge d'enfants qui sont différentes. On ne va pas se limiter aux 3-12 ans. Et puis peut-être que même un jour, on accompagnera même au-delà des enfants. Oui, j'ai envie de vous dire, vos jeunes, vos enfants, ils vont finir par grandir, quoi. Ils vont finir par devenir ados à un moment donné. Effectivement, c'est exactement. On réussir à les suivre, quoi. Voilà. C'est une partie de la stratégie de la boîte, en tout cas. C'est sûr. Donc il y a plein de sujets qui sont aujourd'hui, en fait, en mettant à travers la marque la mission, l'objectif de Pandacraft au cœur du sujet, à côté du client. En fait, tu te dis, mais j'ai plein de choses à faire. Mais avec Guillaume, quand de temps en temps on s'amuse à dire, la boîte Pandacraft, ça ressemble à quoi dans 10 ans? Mais pourquoi il n'y aurait pas des colonies de vacances Pandacraft? Pourquoi il n'y aurait pas un centre, on va dire, un peu culturel Pandacraft, basé un peu sur des choses qui sont super bien faites? Tu peux aller pour les Parisiens à la Cité des Sciences ou des trucs comme ça. On se dit, mais en fait, pourquoi? Ça, c'est typiquement aussi des choses qui pourraient être, qui sont super intéressantes pour des enfants et qui pourraient, avec notre philosophie et on va dire notre pédagogie, avoir un sens avec ce qu'on a envie de faire de Pandacraft. Oui, donc vous êtes parti pour 10 piges de plus de Pandacraft, quoi. C'est bien probable. En tout cas, c'est pas les idées qui manquent. Non. On parlait juste avant de tourner de la situation actuelle et du confinement. En fait, Guillaume, tu me disais que la boîte avait cartonné en fait pendant cette période-là, parce que forcément les parents cherchaient à occuper leurs enfants, et que d'un autre côté, c'est un peu mort, parce que là effectivement on est dans vos bureaux et il y a 3 personnes, quoi, parce que vous facilitez le télétravail. On en parlera un peu après. Comment vous avez vécu cette période-là, vous, en tant que boss? Je dirais que déjà la première étape, c'est une étape de surprise et de stress assez massif de gestion de la situation, parce que comme tout le monde l'a connu, ça nous tombe dessus d'un coup. Il y a cette histoire de confinement. Comment on va réussir à être en capacité de continuer à faire tourner la boîte? Et assez vite, en fait, on s'est rendu compte que les fondements qu'on avait construits avec nos équipes, avec nos partenaires, etc., étaient très solides, et qu'en plus, la situation nous était favorable, dans le sens où, comme nous, on livre des expériences de découverte à domicile, c'était exactement ce dont les parents avaient besoin. Donc c'est assez étonnant humainement à vivre, parce que je pense que c'est une situation qui est absolument agréable pour personne. Il y a une pression personnelle sanitaire, il y a des cas personnels autour de soi, chacun en a. Il y a aussi des cas professionnels. Nous, on a pas mal d'amis entrepreneurs ou même qui bossent dans des boîtes où ils savent pas ce que ça va être le lendemain. Et toi, ta boîte, elle cartonne. Donc ça donne un sentiment assez étrange,
parce que c'est une situation désagréable qui est favorable à la société, donc tant mieux, profitons de ça, mais c'est quand même assez étrange. Avec l'avantage, on a un énorme avantage, c'est que, il faut le dire, on est quand même une petite boîte, on est 25, avec des... Une petite boîte à 25, c'est pas pareil qu'une boîte à 5, quoi, tu vois. Non, c'est vrai. Non, mais ça reste encore... Oui, ça reste humainement, c'est une taille humaine. Donc déjà, c'est plus simple. Une boîte qui s'est construite avec des gens qui sont plutôt autour de la trentaine, donc plutôt jeunes aussi, et sur des fondements qui sont des fondements d'une certaine liberté. T'as dit qu'on en reparlerait, du télétravail, tant que je bosse avec les équipes et dans la direction stratégique de la boîte, je peux le faire un peu de n'importe où. Donc en fait, l'adaptation opérationnelle, elle a été plutôt très simple. Et comme on a vu en plus qu'on profitait par chance de la situation, ça a été plutôt facile. Maintenant, je trouve que ce qui est plus compliqué, c'est que derrière les 25 personnes opérationnelles, il y a aussi 25 êtres humains. Et c'est la situation, c'est comme tu disais, il y a des moments où il faut s'adapter parce que tu peux pas faire genre aujourd'hui que la vie de tout le monde, tout va bien dans la vie de tout le monde. Ah ouais, je suis d'accord. Je trouve qu'il y a un sujet dont on n'a quasiment pas parlé dans les médias. Ça sort un petit peu là maintenant avec le reconfinement, mais c'est la santé mentale des gens. Moi, en tout cas, en tant que boss à l'époque, donc j'avais 25 personnes, le truc qui m'a vraiment marqué, c'était un coup de fil quasiment quotidien ou tous les 2-3 jours avec les gens pour savoir un petit peu comment ça allait, non pas avec le boulot, mais juste dans la caboche, quoi, parce qu'il y a un vrai truc. Effectivement, ça a été un sujet pour nous qui a été très important. Nous d'ailleurs, en plein milieu du confinement, on a eu une idée, c'est qu'en gros, on a fait envoyer des BD à chaque personne de notre équipe. C'était un peu un clin d'œil et pour leur montrer que c'était important pour nous de savoir comment ils allaient. Et d'ailleurs, dans ce deuxième confinement, on a adapté le fonctionnement de la boîte en partie en fonction de ces paramètres-là. Parce que, comme tu l'as dit, en fait, à 25, c'est pas 5. Et à 25, il y a des gens qui sont différents, qui n'ont pas le même âge, pas la même structure familiale. Et donc, du coup... pas le même rapport à la maladie aussi. Exactement. C'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet et c'est en même temps assez particulier à traiter, je trouve, parce que être fondateur d'une boîte, c'est la diriger, mais c'est pas non plus empiéter sur la vie perso des gens. Donc, il y a... Je sais pas comment toi, t'as ressenti ça, en tout cas, mais il y a une mesure, quoi. Tu peux pas faire comme si le sujet n'existait pas, mais tu peux pas non plus te mettre à prendre en main un sujet qui n'est pas le tien en tant que dirigeant d'entreprise. Exactement. À nous, l'avantage qu'on a, c'est que on a la boîte est divisée en certains pôles où il y a des managers un peu plus seniors, on va dire. Et on s'appuie vachement sur eux pour avoir le retour de leurs équipes opérationnelles derrière, ce qui évite ce que disait Guillaume d'être sur une ligne, une crête qui est pas facile. Mais par contre, c'est sûr qu'en période de confinement, le sujet RH, quand on discute avec les différents managers, il est beaucoup plus présent qu'avant. Il est présent avant, mais là, il est beaucoup plus présent parce que est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que aussi des choses très bêtes, mais on n'y pense pas forcément. Est-ce que tout le monde est dans les meilleures dispositions pour bosser? Ouais. Et ça, on n'y pense jamais. Il y a des gens qui, non, ils sont pas dans les meilleures dispositions parce qu'ils sont dans un appart. Est-ce que voir avec eux, parce que de temps en temps, il suffit aussi un peu de les faire parler. Est-ce qu'ils peuvent aller à droite, à gauche? Il y en a certains, là, pendant le deuxième confinement, qui étaient dans leur petit appart parisien et qui disent, non, je peux pas bouger pour aller chez mes parents, j'ai pas de quoi bosser là-bas. En fait, à un moment, nous, on se dit, c'est aussi de notre responsabilité, peut-être de lui faire livrer un écran sur place là-bas, de lui donner les moyens de s'acheter un bureau et une chaise pour qu'il le passe dans les meilleures conditions. Et donc ça nous a pris, ça nous a pris du temps. Parce qu'il faut réussir à faire le... Ça nous en prend toujours, d'ailleurs. Ça nous en prend toujours, mais il faut réussir à faire le mapping. Et puis, c'est quand même important. Il y a une usure psychologique, il y a une fatigue psychologique. Et plus on s'enfonce dans le deuxième confinement, plus elle va être forte et massive. Donc, ce que disait Guillaume, on a essayé de s'adapter. On a décidé aussi d'essayer d'alléger certaines réus, de faire intervenir beaucoup plus de personnes externes pendant les réus pour venir donner un souffle un peu différent. Et puis, on a permis à une équipe, l'équipe de création du contenu, donc les designers et les journalistes, de venir au bureau 2 fois par semaine. Parce que pour eux, ça avait été aussi très dur de devoir partager des retours de prototypes à travers des caméras. Ouais. Oui, parce que vous avez des objets physiques pour le coup. Ouais.
Donc on s'est un peu adapté comme ça, et puis on suit un peu tous les 15 jours les annonces pour voir ce qu'on peut adapter en étant dans le meilleur respect de ce qu'on nous demande de faire. C'est pas évident. Non, c'est pas évident, mais encore une fois, ce que je te disais au tout début, comme on n'est pas les plus à plaindre, on peut pas. Vous trop avez se au moins plaindre, des quoi. moyens. Là, tu disais, on peut lui faire livrer du matos. Ouais. Vous avez au moins le moyen. Mais on pourrait être dans la même situation en devant gérer la question de la réduction de masse salariale, des problèmes de trésorerie, la survie de la société, ce qui n'est pas notre cas. Donc c'est pour ça aussi que il y a une mesure aussi à trouver quand on s'exprime, dans le sens où c'est évidemment pas facile, mais il y a des gens pour qui c'est 1000 fois plus compliqué que nous. Donc nous, on s'adapte, on échange entre nous, mais on peut pas non plus sombrer dans le catastrophisme parce qu'on fait partie des privilégiés grâce au secteur de Pandacraft, qui est vraiment un pur hasard, quoi. On fait partie de ceux qui sont probablement les moins à plaindre aujourd'hui. Il y a donc effectivement, on va parler un peu du télétravail et de peut-être la façon dont vous vous êtes adapté. Sans doute, la culture de la boîte vous a aidé aussi à passer le confinement. C'est que j'ai la sensation qu'il y avait une forme de liberté au sein de la culture de la boîte en termes de gestion des gens, quoi. Alors, ça revient un peu à ce qu'on disait sur quand tu crées ta boîte. Nous, on n'a pas voulu juste créer un agent économique. On a aussi envie de créer un agent social qui ressemblait en tout cas, à des valeurs qui pour nous étaient fortes et dans lesquelles en fait il y a l'action, il y a l'authenticité, il y a le côté aussi positif. Qui sont super importants pour nous, et dans tout ça il y a une valeur qui on va dire est peut-être un peu liée à toutes, qui est la liberté. Et à chaque fois ce qui était important pour nous, c'est de dire en fait il faut créer un univers dans lequel ton produit est bon et les gens qui bossent pour créer ce produit sont dans un univers qui est bon. Et donc avec Guillaume, très vite, quand on a commencé à avoir des salariés et donc à se poser des questions d'organisation des RH, tout ce qui nous arrivait, on disait en fait il faut faire comme ça, on prenait juste un pas de recul et dire mais est-ce que ça a un sens ? Est-ce que ça a un sens d'interdire aux gens de télétravailler ou de les empêcher de télétravailler ou de leur mettre des bâtons pour télétravailler, à partir du moment où en fait on a tous conscience qu'on bosse dans une équipe, qu'on a des objectifs à maintenir et à tenir, et que ça c'est fait dans une mission dans laquelle tout le monde se sent à bord, intégré. On s'est dit non, ça n'a pas de sens. Est-ce que ça a un sens d'empêcher les gens de prendre des congés tant qu'ils les ont pas accumulés la première année ? Enfin, nous, on trouvait ça d'une stupidité, mais absolue. Enfin, je veux dire, je pense que c'est même un peu viscéral. Si on a des discussions là-dessus, il y a des choses qui peuvent vraiment... on trouve ça stupide. Quelqu'un qui, en fait, encore une fois... met plein d'énergie dans son boulot, est super bon, montre qu'il a envie d'atteindre ses objectifs, et qui au bout de 3 mois est fatigué, tu vas faire quoi ? Tu vas le traîner pendant 9 mois jusqu'à ce temps qu'il ait fait son année complète pour avoir ses vacances. Nous, on trouve ça ridicule, donc on a mis une politique de ces vacances quand vous voulez. Donc c'est les vacances illimitées, donc juste illimité, c'est pas quand on veut, autant qu'on veut, mais c'est en fait vous prenez les vacances quand vous en avez besoin, dans le respect d'une règle qu'on a mis en place. Mais donc il y a des gens qui sont dans des vacances négatives qu'on paye quand même. On n'est pas en train de comptabiliser les vacances. L'autre point qui nous arrive souvent, c'est le côté quand t'es dans ta première année de travail, là t'as les jours de carence quand t'es malade. Ah oui. C'est absolument ridicule comme principe. Enfin, le mec, il est malade. Pourquoi l'entreprise ne paierait pas ? Donc tout ça, c'est des choses qui pour nous sont complètement... qui sont plus avec le temps, qui marchent plus avec l'époque dans laquelle on est, et qu'on a eu envie de changer, à condition qu'il y ait toujours le respect derrière de l'authenticité, c'est-à-dire qu'en fait on se dit vraiment ce qui se passe et où on est. Le côté du positif aussi, c'est qu'on a de la chance de pouvoir vivre dans ce monde-là, donc on essaye de rendre aussi un peu de positif. Le côté de l'action, c'est-à-dire qu'on atteint nos objectifs, et le côté de la liberté, où en gros on sait qu'elle s'arrête là où commence celle de l'autre. Donc ça, c'était important. Et puis les 2 derniers gros points qu'on a mis en place. C'est les congés parentaux. Ouais. Où en fait, un peu dans cette même logique, où en gros on a passé le congé maternité à 6 mois et le congé paternité à 2 mois et demi.
c'est pareil, un peu dans la même logique. C'est dans une logique assez pragmatique et optimiste. C'est de dire qu'aujourd'hui, déjà, la mission de PandaCraft, c'est d'aider les enfants à découvrir le monde et à se découvrir eux-mêmes. Ça se fait... il y a quand même quelqu'un qui est un meilleur accompagnateur que nous au quotidien de l'enfant, qui sont ses parents, et que PandaCraft, c'est là pour aider les parents et accompagner les enfants, mais quand même, on a une certaine forme d'humilité vis-à-vis de ça. Et donc du coup, nous, on juge pour 2 raisons que c'était trop court. Le congé maternité, c'est dans une logique d'énergie, de reprise en forme, et aussi de quand est-ce que tu laisses ton enfant à une garde tierce. Et avec le congé légal, c'est hyper tôt. Et le congé paternité, je pense que c'est même pas vraiment la peine de parler de ce qu'il y avait avant ou de ce qu'il y a même encore un peu. C'est 11 jours voilà, la guerre, et ça sort. 11 jours consécutifs. Ouais, voilà. Et 28, ça sera 28 en juillet, c'est ça? C'est en juillet prochain. Et donc nous, en gros, en tout, je sais plus combien ça fait exactement, 2 mois et demi, ça fait 84, 83, je sais plus exactement, mais en gros, ce qu'on a voulu dire, c'est que les 2 mois et demi qu'on allonge du congé maternité, ils sont équitables à 2 mois et demi en plus pour les... on rallonge de temps le congé des 2 côtés, quoi, en gros. Et voilà, ça fait partie des mesures RH chez PandaCraft qui sont, à nos yeux, essentielles et dont on est aussi assez fiers en tant qu'entrepreneur. Je pense qu'il y a un vrai truc qui empêche les entrepreneurs de faire ça, et notamment tout l'aspect de liberté, c'est que tu te dis, il y a forcément des gens qui vont abuser. Est-ce que vous avez déjà eu des abus dans l'histoire de PandaCraft? Alors, pas forcément pour les congés maternité parentaux, mais en tout cas pour l'aspect... Alors, avant de te laisser répondre, il y a aussi un truc, c'est que tu peux le voir, c'est la question de l'optimisme. Ouais. Tu peux le voir, c'est le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Ouais, peut-être qu'il y a des gens qui en ont abusé chez nous, sauf qu'en fait, peut-être que pour une personne qui en abuse, il y en a 24 qui en tirent un profit énorme. Et qui sont des gens qui sont hyper engagés dans la boîte et qui participent au développement de PandaCraft de manière ahurissante. Donc aujourd'hui, c'est ce que disait Edouard, c'est le côté optimiste. Et tu peux te focaliser sur les quelques cas marginaux, à notre sens, qui en abusent. Mais tu peux aussi et surtout te concentrer sur ceux qui l'utilisent à bon escient et pour qui c'est une vraie différence dans leur équilibre vie pro, vie perso. Mais d'ailleurs, en existe-t-il des cas qui en abusent chez nous? Je suis même pas convaincu. En tout cas, vous n'avez pas l'expérience en 7 ans, quoi. Oui, ou en tout cas, on fait pas les comptes en fait. Ouais. On fait pas les comptes de ça. Nous, on a un objectif, c'est est-ce que on arrive à continuer de développer un produit de qualité avec une expérience client de qualité et pour le plus d'enfants possible. À la fin, oui, ça marche, tout le monde est content, c'est-à-dire que le système marche bien. Mais encore une fois, c'est pas que... il y a le côté optimisme, mais il y a aussi le côté authentique. C'est aussi parce que on essaye d'avoir une culture assez droite, de se dire en fait ce qu'on fait. Et donc, en gros, il y a personne qui se cache en étant en télétravail. En fait, si les gens n'ont pas envie de bosser, étant donné qu'il y a des vacances illimitées, ils posent un jour de vacances. Et on le comprend aussi totalement. Quand ça fait 3 mois que t'as pas pris de vacances, peut-être que ça te fait du bien de poser un lundi ou un vendredi pour souffler pendant 3 jours. Et donc en fait, c'est dans le côté authentique qu'on a, c'est ce côté de les règles, elles sont, nous on considère bien faites parce que le télétravail il est fait pour bosser depuis chez toi. Si t'as pas envie de bosser, en fait, ça sert à rien de te cacher derrière le télétravail. Je pense qu'il y a des entreprises qui ont peur que le télétravail soit une façon de se cacher chez soi et pas bosser. Nous, on dit, en fait, si t'as envie de pas bosser, pose un jour de vacances. Et donc, en fait, ça marche aussi. C'est un système de valeurs positives par rapport à ça. Moi, j'ajouterais... Alors, moi, je pense effectivement que t'as raison. Je pense qu'il y a un autre point, c'est qu'aussi, nous, on est une boîte de 25 personnes et que c'est probablement pas la même chose quand t'as 1500, 15 000 ou 150 000 collaborateurs à gérer. Donc voilà, nous c'est surtout par rapport à notre situation qu'on a cette vision-là. Et le deuxième point, c'est que je me demande surtout si c'est pas plus le côté de l'égalité qui pose problème, dans le sens où à 1500 collaborateurs, si tu veux mettre en place ce qu'on fait, il va y avoir, déjà à 25 c'est le cas en fait, il va y avoir fatalement des disparités. Parce qu'il y a des métiers qui pourront plus facilement profiter du télétravail, d'autres qui pourront plus facilement prendre des jours de congé. Et donc, du coup, il y a une logique pour que tout le monde soit à égalité, je m'aligne sur la règle la moins disante. Ce qui est dommage parce que finalement,
si tu acceptes que dans ton métier, tu seras peut-être pas à autant de jours de congé que celui d'à côté, est-ce que tu préfères que tout le monde soit aligné sur la moins bonne règle ou est-ce que tu préfères que tout le monde puisse être à l'optimum de sa situation ? Et je pense qu'il y a aussi ça qui est très compliqué aujourd'hui dans des boîtes qui sont plus grosses, c'est que nous, même là, à 25, on effleure déjà du doigt. Ouais, c'est sûr. Ceci dit, j'ai un peu la sensation que avec des valeurs comme ça, quoi qu'il arrive, en fait, vous pouvez peut-être faire doubler la boîte ou quadrupler la boîte. Vous allez mettre en place des process pour faire en sorte que ça tourne, non ? Oui. Ou alors vous êtes obligé de vous couper un bras pour... Non, t'as raison. Non, t'es obligé de toute façon un tout petit peu de l'adapter aussi. Mais toujours en alignement avec ce que tu penses. Là où t'as raison, c'est qu'on sait qu'on peut aller beaucoup plus loin dans ce système-là vertueux en étant beaucoup plus. Le seul effort que ça nous demande, et on s'en est déjà rendu compte, c'est un énorme travail de compréhension des candidats qui postulent à des postes chez Pandacraft, de compréhension, de leur compréhension de nos valeurs et de nos systèmes. Et on s'est rendu compte qu'en gros, dans un entretien de recrutement, c'est assez facile très rapidement valider les hard skills, la technicité de la personne. Le savoir-vivre et le savoir-être de la personne, c'est dur et nous, dans notre organisation, et là on parle que de nous, ça nous nécessite beaucoup d'énergie parce que ça nous est arrivé de nous tromper et de se retrouver avec des personnes qui n'avaient pas compris l'état d'esprit et qui n'avaient pas compris ce côté d'authenticité et qui du coup en fait commençaient à utiliser le système pour un peu tricher, on va dire. Et en gros, ce qu'on se disait, c'est que le système, on essaie de le créer pour qu'en fait, il n'y ait pas de zone où il y ait besoin de tricher, puisque c'est complètement authentique. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est des personnes qui... la mayonnaise ne prend pas avec ces personnes, et malheureusement, en fait, quand ça prend pas avec les personnes, c'est pas que ça prend pas avec nous, c'est que ça prend pas avec le reste des équipes aussi, et qu'on est obligé à un moment de se séparer de ces personnes-là. Okay. C'est ni agréable pour nous, ni pour eux, ni pour la boîte, ni pour le fonctionnement de la boîte. Donc ça nécessite d'être très bon dans le recrutement. Merci d'en parler parce que je pense vraiment que c'est le truc sans doute le plus dur à faire en tant qu'entrepreneur, quoi. Ouais, c'est un des plus durs et souvent y a des gens qui nous disent un peu en off, le télétravail illimité, les vacances illimitées, le congé paternité, maternité, là, c'est un peu pour attirer plein de gens pour le recrutement. Et en fait, ça a plutôt l'effet inverse. Finalement, déjà, c'était pas dans cette optique-là, parce que on recrute pas non plus 250 personnes par an. Mais surtout, en fait, ça a l'effet inverse, parce que ça apporte un énorme flux de gens qui candidatent chez Pandacraft en pensant un peu... Pour les mauvaises raisons, tu veux dire ? Comment ? Pour les mauvaises raisons. Oui, voilà, un peu l'Eldorado Club Med, tu vois. Ah bah tiens, la boîte a du sens, il y a des politiques RH hyper quali, je vais y aller. Mais en fait, ça, c'est une vision qui serait, je trouve, même très dégradante pour les gens qui bossent aujourd'hui chez Pandacraft. Ça, c'est aussi eux qui l'ont acquis au prix d'un engagement, d'un investissement et d'un niveau de travail et d'excellence qui est énorme. Tu te doutes que toute cette politique et tous ces avantages chez Pandacraft, ils ont une contrepartie. Et la contrepartie, c'est l'engagement hallucinant des gens chez Pandacraft. Hier encore, on était dimanche et à 10h... du matin, Alison, elle était en live avec des centaines de familles. C'était dimanche à 10h, quoi. Voilà, elle n'a pas acquis ses jours de congé comme ça, juste parce que c'est un Eldorado. Oui, il y a une contrepartie, quoi qu'il arrive. J'imagine, même si vous avez des valeurs, vous n'êtes pas. C'est pas une contrepartie, en fait. Vous n'êtes pas des philanthropes, quoi. Ouais, mais c'est pas une contrepartie. C'est un système global où, en gros, on comprend. Enfin, c'est pas je te donne ça, mais du coup, tu me donnes ça. C'est un système global dans lequel on a beaucoup de liberté. Et on croit tous profondément, là, on sort de toute une journée, début octobre avant le confinement, d'équipe ensemble, où on a discuté de ça. Et en fait, il y a eu des intervenants qui sont venus échanger avec nous, et tous, le retour qu'ils ont fait, c'est dingue comme les gens chez vous sont investis par la mission. Donc en fait, c'est être investi, croire aux valeurs de Pandacraft et accepter qu'en fait, la liberté, que la liberté, c'est pas une liberté à tout prix. Et donc, en gros, c'est pas une contrepartie, c'est le cadre, c'est le terrain de jeu. Il est comme ça. Comment vous avez fait pour créer ça ? Vous pensez c'est avant tout les valeurs de votre produit ? Bonne question.
Honnêtement, je saurais pas trop. Ouais, je pense effectivement que c'est ça. C'est qu'en fait, PandaCraft, c'est une entreprise, mais plus qu'une entreprise, quoi. Et puis il y a 7 ans de travail dessus aussi. Ah, vous avez un peu. J'imagine que vous avez mis du temps avant de. Sur toutes ces briques. Bah ouais, tu mets du temps et puis, enfin c'est comme ton produit, il évolue en 7 ans. Bah en fait le cadre dans lequel les gens bossent chez toi, il évolue et puis il continuera d'évoluer. Mais ça a jamais été aussi fort que ça. Enfin d'ailleurs le congé mat et le congé pat, il est pas sorti d'entrée. Oui, j'imagine. T'as plein de trucs qui viennent un peu au fur et à mesure. Oui, puis il faut que la boîte elle soit assise quand même sur une assise financière qui permette. Alors de ça, on l'a fait avant d'avoir une assise financière. Ça nous a, ouais. À nos risques et périls, mais on a toujours été assez à l'aise avec ça. Okay. En fait, partant du principe que du coup, ça apporterait de la plus-value à l'entreprise. Mais et puis après, il y a le côté, je pense que on n'est pas la boîte où quand tu vas arriver, il va y avoir des mots forts partout, des logos partout et des trucs comme ça. Mais je pense qu'au fond, en fait, chaque personne qui est ici partage une culture d'entreprise assez fortement sans que c'est besoin d'être exhibé partout. C'est quoi l'avenir de PandaCraft ? Vous parliez de colo, de vacances et tout. Bon, ça déjà, on va attendre. Ça, c'est pas pour tout de suite, effectivement. Bah, le premier avenir de PandaCraft, c'est ce que Edouard disait sur les projets produits. Aujourd'hui, PandaCraft, à la base, c'est pas un produit, c'est une idée. C'est une philosophie d'accompagnement des enfants. Et donc, dans cette voie-là, aujourd'hui, on ne s'adresse qu'aux 3-12 ans, que dans des produits d'abonnement. On va avoir de plus en plus de produits, on va élargir nos gammes d'âge. Et justement, c'est aussi intéressant parce que je pense que dans les gens qui t'écoutent, il y en a qui se demandent tiens, qu'est-ce que je pourrais faire plus tard ? S'ils veulent venir sonner chez nous, nos bureaux sont ouverts. S'ils veulent participer à développer ce genre de produit, ils sont les bienvenus. Il y a aussi toute la question de la structure de la boîte, quand même, qui, même si c'était très déjà libre sur le télétravail, les vacances et tout ça, on se pose beaucoup de questions avec Guillaume, c'est de se dire, est-ce que c'est un déclencheur d'un changement de structuration profonde des entreprises ? Donc ça veut pas dire que, parce que je pense que de toute façon chez nous il y a déjà du télétravail, il y avait déjà tout ça. Mais la question c'est de se dire en fait l'avenir de la boîte, comment il s'organise aussi en interne, en essayant d'être de plus en plus porté sur les avantages humains. Et donc en fait toutes les questions c'est nous on a déjà sur les 25 personnes on a déjà 2 qui n'habitent pas à Paris. C'est certainement qu'il y a des gens qui viendront le demander aussi. Et la question, c'est comment tu structures ça ? Parce qu'en fait, une boîte qui est en full télétravail, on n'y croit pas. Une boîte qui est en full présentiel, on n'y croit pas non plus. Et donc, il y a un vrai sujet de comment on structure ça pour qu'à l'avenir, ça puisse accompagner, parce qu'on a besoin des talents qui sont chez nous, que ça vienne accompagner les objectifs de création de contenu qu'on a. C'est une vraie histoire, ça, de comment quel impact va avoir ce confinement, le coronavirus, etc. sur les gens, en fait. Je sais pas comment ça va être un vrai truc. Je pense que personne ne le sait. Encore un chantier de plus en tant qu'entrepreneur, j'imagine, quoi. Exactement. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et puis, merci encore pour le soutien. Je me permets de vous le redire, mais ça fait plaisir. Un grand merci. Et puis, ça nous fait très plaisir. Force à vous et à PandaCraft. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.